Oh, oui, ben, je vous annonce que, comme vous l'avez entendu, que la rencontre va être enregistrée. Donc, pour ceux qui voudront la revoir et la revoir encore ou la partager avec des gens qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre aujourd'hui, ce sera possible de le faire. Alors, merci de nous avoir rejoints donc, dans le cadre de cette activité qui se déroule pendant les 2 semaines de rencontres intersectorielles et entièrement virtuelles, initiées par l'équipe des Dialogues pour le climat et portée par des membres de la société civile du Québec. Alors, ces dialogues, c'est une occasion d'écouter, d'échanger, mais aussi de construire ensemble et démontrer qu'il existe un consensus sur la nécessité de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris et garder l'objectif de limitation de la température globale à 1,5 degré en portée de main. Tous les événements des dialogues pour le climat donc, se déroulent en parallèle de la COP26 qui a lieu présentement à Glasgow, comme vous le savez. Nous savons que cette COP est l'une des plus importantes depuis l'adoption de l'accord de Paris, mais nous savons aussi qu'elle se déroule dans un contexte très particulier et qu'elle est en fait parmi les sommets climatiques probablement les plus exclusifs et les moins sécuritaires, malheureusement. Nous souhaitons, avec les dialogues, donc recréer des espaces d'échange et de mobilisation. La programmation est gratuite et accessible à toutes et à tous. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire aux autres activités qui auront lieu jusqu'au 12 novembre via le site Internet que quelqu'un mettra peut-être voilà, dans le chat. Donc, quelques informations sur le fonctionnement de l'événement avant de commencer pour vrai. Alors, d'abord, vous savez que l'événement est enregistré. Pour ce qui est des questions, donc, il y aura une période de questions réservée d'environ 15 minutes à la fin de la rencontre. Donc, si vous avez des questions à poser à nos panélistes, vous pouvez les mettre les écrire avec la fonction Q&A plutôt que dans le chat. Donc, utilisez la fonction Q&A pour mettre vos questions et on essaiera de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la fin. Alors, je vous rappelle que cette activité porte, donc le titre de cette activité, c'est Financement climat, quel rôle pour le Québec et le Canada à l'international. Alors, rapidement, qu'est-ce que le financement climat? Ben, notre bon ami Eddie Pérez, ce matin, au déjeuner sur la finance climatique, nous disait, au fond, c'est tout l'argent qui est mobilisé en faveur de la lutte pour les changements climatiques, soit pour financer l'atténuation, l'adaptation, on peut même parler peut-être des questions de pertes et préjudices. Bon, et ça provient de différentes sources. Ça peut être octroyé de manière bilatérale à des fonds multilatéraux, ça peut être mobilisé par le secteur privé. Donc, il y a différentes sources et différentes façons d'utiliser ce financement-là. Et aujourd'hui, donc, on va discuter du rôle du Québec et du Canada dans ce financement climatique-là. Alors, je vous présente rapidement les panélistes qui pourront présenter dans un instant là, un peu le rôle que jouent leurs organisations dans cette thématique-là du financement climat. Alors d'abord, on a avec nous Sue Zabo, qui est directrice générale du Bureau du financement innovant et climatique à Affaires mondiales Canada. Bienvenue, Mme Zabo. On a ensuite Josée Michaud, qui est directrice des programmes et de la mobilisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au Québec. Bienvenue, Mme Michaud. Le docteur Parfait Blalogo, qui est directeur exécutif du Centre de recherche et d'expertise pour le développement local au Bénin. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et finalement, Caroline Mailloux, qui est chargée de programme en sécurité alimentaire et environnement chez Oxfam Québec. Merci beaucoup, Mme Mailloux, aussi d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, comme je le disais, pour qu'on comprenne un peu, pour qu'on mette la table, qu'on comprenne un peu comment chacune de vos organisations est impliquée dans cette thématique-là. Est-ce que vous pouvez, en 2 minutes par personne, nous résumer un peu le rôle de votre organisation dans le financement climatique? J'irai dans le même ordre que je vous ai présenté, donc je commencerai avec Mme Zabo. Merci beaucoup, Denis. Je vais commencer à dire que je tiens à féliciter à Oxfam et à COSI pour l'organisation de ces dialogues et c'est vraiment un honneur d'être invité, d'être parmi vous. Donc, pour l'Affaires mondiales Canada, en matière de financement climatique, c'est vraiment nous qui sommes plus en charge de livrer le financement pour le climat du Canada aux pays en développement.
Nous travaillons très étroitement avec l'Environnement Canada parce qu'on a un peu des différents rôles. Pour Environnement Canada, c'est plus les négociations et les relations avec le monde de financement du climat, mais pour nous, c'est vraiment comment livrer le financement du Canada. Donc, vous savez tous, je pense, qu'en juin 2021, le Canada a annoncé 5,3 milliards de dollars pour le financement climatique pour les prochains 5 ans. Et donc, on a aussi un cadre politique pour cet argent qu'on va livrer surtout dans le cadre de la politique féministe internationale du Canada. Donc, je vais peut-être laisser pour le moment parce qu'on a beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Szabo. Je passerai la parole à Mme Michaud. Oui, bonjour. Je suis très contente, moi aussi, d'être là aujourd'hui pour parler des initiatives du Québec en coopération climatique. Peut-être mentionner qu'au Québec, on a la chance d'avoir le marché du carbone dont les revenus permettent de financer des initiatives en changement climatique. Au Québec, mais aussi à l'international. Et peut-être mentionner que depuis l'accord de Paris, le Québec s'est déclaré lié à l'accord de Paris, donc il considère qu'il a sa part à faire et qu'il a décidé d'investir là, pour mobiliser des fonds en fait en faveur des pays en développement, de la francophonie, pour le transfert des technologies propres et le renforcement des capacités afin de réduire les émissions de GES, mais aussi s'adapter aux impacts des changements climatiques. Donc, ces mesures-là découlent du Fonds d'électrification et de changement climatique, dont la principale source de revenus est celle du marché du carbone. Et on a débuté dans le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Et on poursuit présentement dans notre nouveau plan pour une économie verte là, 2030. Et on a investi là, près de 30 millions pour le programme de coopération climatique internationale, qui était sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce programme-là a permis de soutenir 38 projets jusqu'à présent dans 12 pays. Les plus vulnérables là, de la francophonie, soit en Afrique, en Caraïbes et aussi à Madagascar. 24 sont portés par des organismes à but non lucratif de coopération. Il y a 7 entreprises et 7 institutions de recherche également qui participent au programme. Il y a d'autres aussi initiatives du gouvernement, soit un versement de 6 millions au fond des pays pour les pays les moins avancés, 1 million pour la jeunesse à l'international et également une contribution là, au fonds pour l'adaptation de la Convention cadre des Nations unies sur le climat, là, 3 millions. Donc, c'est depuis 2016 qu'on est très impliqué au niveau de l'international, puis dans notre nouveau plan pour une économie verte, l'intention est de poursuivre. Là, il s'agit là, pour le Québec d'un levier majeur là, de développement économique et de rayonnement international, tout en appuyant évidemment les pays les plus vulnérables. Donc, c'est une attention que le gouvernement a de poursuivre dans cette voie-là. Merci beaucoup, Mme Michaud. Merci. Je passerai la parole maintenant au docteur Blaloco. OK, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et je salue tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et au niveau du Centre de recherche et d'expertise pour le développement local, nous intervenons dans l'appui aux communautés vulnérables pour renforcer leur résilience par rapport au changement climatique. Et étant donné que nous sommes dans un pays en voie de développement, cet appui n'est réellement possible grâce au financement mis à disposition par les partenaires au niveau des pays développés. Et c'est dans ce cadre que CREDEL a déjà reçu plusieurs financements du Canada depuis 2009. Nous avons reçu un premier financement du Centre de recherche pour le développement international pour le financement d'un projet qui porte la protection de la communauté urbaine du Grand Cotonou face au changement climatique. Ensuite,
On a reçu également un financement du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de coopération climatique internationale à travers Oxfam, qui porte sur le projet Mieux connaître, mieux s'adapter. Dans la même année, on a reçu également à nouveau un deuxième financement du Centre de recherche pour le développement international du Canada, CNDI, qui porte sur le projet Développement d'une résilience inclusive au climat et aux catastrophes. Ce projet prend en compte les questions de genre et de changement climatique. Ces projets sont encore en cours jusqu'à présent au niveau de notre centre-là. Donc, nous appuyons suffisamment les communautés vulnérables, c'est-à-dire les paysans pauvres, les femmes, les jeunes, pour renforcer leur adaptation aux questions de changement climatique. Au niveau national, nous sommes membres du Comité national sur les changements climatiques et de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Donc, on intervient véritablement dans ces domaines-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, je passerai la parole à Mme Mailloux. Oui, donc, bonjour tout le monde. D'abord, quelques mots sur Oxfam Québec pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec notre organisation. Donc, Oxfam Québec est une organisation de solidarité et de coopération internationale, une organisation sans but lucratif, dont la mission, là, c'est la lutte contre la pauvreté et les injustices. Donc, Oxfam Québec, en fait, met en œuvre des projets, tant des réponses d'urgence que des projets de développement dans les pays en développement. Et Oxfam Québec fait également de la mobilisation auprès du public québécois là, en lien avec la solidarité internationale. Donc, ensuite, plus concrètement, par rapport au financement climat, donc, Oxfam Québec, en collaboration avec ses partenaires et alliés du Sud, développe et conçoit, met en œuvre des projets de développement, donc dans le domaine de la justice climatique et de l'adaptation au changement climatique, et reçoit dans ce sens du financement là, tant du gouvernement fédéral que provincial. Puis aussi, peut-être vous dire que puisque les changements climatiques représentent une menace pour les progrès réalisés dans les dernières décennies en matière de lutte à la pauvreté, Oxfam Québec milite également pour une plus grande justice climatique, notamment pour que les pays les plus avancés fassent leur juste part en matière de financement climatique et pour s'assurer aussi que ce financement rejoint les populations les plus vulnérables des pays en voie de développement. Donc, en quelque sorte, le financement climat est aussi un outil de lutte contre la pauvreté là, pour Oxfam Québec. Merci beaucoup et merci à vous quatre donc, pour ce premier échange qui nous a permis de voir un petit peu comment vous vous intégrez dans cette question-là de la thématique donc, du financement climat. D'abord, alors j'aurais une petite question là, pour tout le monde. Pour commencer, alors, quelle est selon vous, dans le fond, la principale raison d'être du financement climatique? À quel besoin répond ce financement? Et que répondriez-vous à un contribuable ou une contribuable québécoise ou québécois qui cherche à comprendre pourquoi l'argent public va à la lutte climatique à l'extérieur de nos frontières alors qu'il y a aussi tellement à faire ici? Alors, on va reprendre le même ordre pour cette ronde de questions, puis on va changer l'ordre un petit peu tout à l'heure. Alors, je commencerai par vous, Madame Zabo. Merci beaucoup. Et c'est une très bonne question juste après le COP, parce que à COP, on sait que c'est vraiment les relations entre les pays en développement et les pays développés. Et ce qu'on constate, c'est que vraiment, c'est comme une obligation, une responsabilité pour les pays qui ont développé d'une manière industrielle avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, de vraiment savoir maintenant que les pays en développement n'ont pas ce sentier pour se développer. Pour la planète, il faut vraiment avoir une autre façon de développer. Et on écoute vraiment les pays en développement quand ils disent qu'il faut voir comment partager les responsabilités et vraiment aider les pays en développement pour leur développement. Donc, on sait que les pays développés ont une responsabilité. Et ce n'est pas juste une responsabilité qui est pour eux. On sait maintenant, avec la pandémie de COVID,
on n'est pas seul ici. Il n'y a pas de frontières quand on parle des enjeux globaux, comme le climat, comme la perte de biodiversité, comme la pandémie. Et donc, on va essayer de parler plus, et je pense que les Canadiens savent maintenant qu'il n'y a pas de frontières quand on parle les défis de changement climatique. Merci, Mme Szabo. Et Mme Michaud, de votre côté, donc, même question. Alors, quelle est pour vous la principale raison d'être du financement climatique et pourquoi les gens du Québec devraient financer cette lutte-là à l'international? Oui, bien, en fait, effectivement, c'est une question très importante parce que c'est une question qu'on se fait demander aussi au gouvernement du Québec. Je suis d'accord avec Mme Szabo que je pense que la perception maintenant des citoyens change par rapport à l'urgence climatique. Cette préoccupation-là a été davantage exacerbée par justement la pandémie. Je pense que les gens réalisent justement que ces enjeux-là n'ont pas de frontières, puis qu'il est important d'agir de façon plus globale. Chez nous, on a vraiment, on est d'accord pour dire que pour limiter le réchauffement planétaire, il faut qu'il y ait une coopération internationale accrue. Ça, c'est l'intention du gouvernement. C'est nécessaire. Puis, il est important pour tous les gouvernements, même les gouvernements là, infranationaux comme le Québec, de répondre à l'appel. Et pour ce qui est du Québec, bien, il faut rappeler qu'on a une expérience qu'on a acquis au cours de 20 dernières années. Ça fait 20 ans qu'on travaille en changement climatique. On a développé une expertise qu'on peut partager. Puis on pense simplement en matière d'énergie propre, en électrification, en adaptation au changement climatique et on est capable de la partager. Puis ça peut apporter des retombées positives, non seulement dans les pays avec lesquels on collabore, mais aussi pour les entreprises du Québec, les instituts de recherche du Québec et ainsi que les organisations de coopération. Puis à titre d'exemple, il y a des retombées très positives qui peuvent être nommées comme, par exemple, il y a des entreprises je donne un exemple, Biothermica Technologies, qui a permis de réaliser un tournant majeur dans la gestion des déchets là, au Gonaïves, à Haïti, et qui a réussi à avoir un rayonnement de son expertise à l'extérieur du Québec. Donc, c'est quand même avantageux pour le Québec. L'Institut aussi, l'École polytechnique de Montréal, qui fait du transfert de connaissances à l'Institut de formation de technologie solaire appliquée au Burkina Faso. Donc, c'est quand même important pour le milieu de la recherche aussi d'être capable de rayonner comme ça sur la scène internationale. Puis c'est la même chose pour les organisations. Il faut notionner aussi que le Québec est un membre actif du conseil de direction de la coalition Under 2. Ça rassemble plus de 220 gouvernements nationaux, infranationaux, et on est considéré comme un leader. Donc ça, je pense que c'est un élément important à faire valoir, c'est qu'on a une expertise, puis on est capable d'aller faire une différence sur la scène internationale. Donc, c'est ce que je répondrais à un citoyen qui me demanderait, qui me poserait cette question. Merci beaucoup, Mme Michaud. Maintenant, docteur Blalogo, vous qui êtes dans une toute autre position, vous n'êtes pas dans un pays qui a contribué particulièrement au réchauffement climatique. Alors, quelle est votre perspective sur ce financement climat? OK, merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Je vais répondre au pas à pas pour dire d'abord que le financement va pour aider les plus pauvres quelque part dans le monde, les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc, le principe de la solidarité veut que quand vous avez les moyens, il est quand même bien d'aider ceux qui n'en ont pas pour que tout puisse avancer quand même d'un pas. Ça, c'est la question humanitaire. Maintenant, revenant par rapport au pourquoi le financement, il faut dire que dans le cadre des négociations sur le changement climatique et lors de l'adoption du protocole de Kyoto en 1997, il y a le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Responsabilité commune non différenciée parce qu'il a été prouvé que les changements climatiques sont dus à l'homme, aux activités humaines. Et comme tous les hommes mènent des activités, alors il y a une responsabilité commune.
mais différencié parce qu'il est montré que les changements climatiques sont dus principalement à l'émission de gaz à effet de serre. Lesquels gaz sont le CO2, le H2, le N2H et autres, mais qui sont principalement émis par les industries. Étant donné que les pays en voie de développement ne sont pas industrialisés et que c'est les pays développés qui sont industrialisés, alors on en vient à la conclusion que ce sont les pays développés qui sont plus responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce sont eux qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et comme les changements climatiques, les prédécesseurs l'ont dit, n'ont pas de frontières. Le gaz émis au Canada, au Québec, va dans l'atmosphère, peut se retrouver au Bénin, peut se retrouver en Côte d'Ivoire, peut se retrouver en Afrique du Sud. Cela bouleverse toute l'atmosphère. Cela va entraîner la rareté des pluies pour le paysan qui est chez nous pour pouvoir cultiver en temps normal. Ça va entraîner la fonte des glaciers qui va entraîner l'augmentation du niveau de la mer et va entraîner l'inondation au sein de la ville de Cotonou. Donc, du coup, les gaz à effet de serre émis par les puissances, les pays développés ont des impacts. Ces impacts entraînent des dommages quelque part sur la terre, d'où la question de réparation de préjudice. Et c'est cette question de réparation de préjudice qui ont conduit à la mise en place d'un fonds pour aller réparer le tort qu'on a causé à quelque part à quelqu'un sur la planète Terre. D'où la mise en place du financement pour dire nous réparons un peu ce que nous avons causé aux autres. C'est ce qui justifie le financement climatique à l'étranger surtout. Parce que ce financement, les changements climatiques sont dus d'abord à l'émission de gaz à effet de serre, dus à l'industrialisation des pays développés. Donc, c'est pourquoi ce financement se justifie à plusieurs mesures. Merci beaucoup de nous ramener à la question non seulement des moyens des pays du Nord, mais de la responsabilité des pays du Nord dans la crise qui justifie justement ce financement climatique-là. Merci. Alors, Mme Bayou, à vous pour terminer cette ronde. Oui, alors, effectivement, je vais revenir peut-être sur quelques arguments là, qui ont déjà été nommés en ajoutant peut-être quelques statistiques ou détails. Donc, effectivement, première raison du financement climatique, donc la responsabilité générale et historique des pays industrialisés, un peu comme le disait M. Blalogo. On sait que ce sont les pays industrialisés qui sont les plus grands producteurs d'AGS, autant actuellement que historiquement. Donc, les pays du G20, par exemple, sont responsables actuellement, ils émettent 75% des gaz à effet de serre sur la planète. Donc, comme le disait aussi M. Blalogo, ce sont les impacts des changements climatiques occurrent principalement dans les pays du Sud. Alors, ce sont les pays qui contribuent le moins au changement climatique qui sont les plus gravement affectés. Et ce sont également les pays qui ont le moins la capacité financière, finalement, de s'adapter à ces impacts-là. Donc, il est naturel et juste que les pays industrialisés, là, comme le Canada notamment, acceptent de payer pour les pertes et les dommages qui sont causés par les changements climatiques. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément aussi, qui est très important, on sait que pour le bien commun, donc l'objectif, c'est vraiment de rester à un seuil maximum de réchauffement climatique de 1,5 degrés Celsius. On sait aussi que ça exige des efforts de réduire d'environ de 50% les gaz à effet de serre émis mondialement d'ici 2030. Puis, cette cible-là ne serait pas atteignable seulement avec les cibles visées par les pays industrialisés ou les pays développés. Donc, il doit absolument y avoir également des efforts faits par les pays du Sud pour réduire leur émission de gaz à effet de serre. Et comme on l'a dit précédemment, donc on sait également que ces pays-là ont moins de capacité financière pour le faire. Donc, ils ont besoin de l'appui financier des pays développés ou des pays industrialisés pour également réduire leur émission de gaz à effet de serre. Donc, ça serait le deuxième élément. Puis le troisième élément, ça serait aussi, dans le fond, les changements climatiques menacent l'exercice de nombreux droits humains, notamment l'accès à la vie, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation. Donc, les pays industrialisés se retrouvent un peu dans une situation d'obligation morale et juridique, donc de soutenir les pays en développement dans l'adaptation pour leur permettre aussi de vivre une vie dans la dignité. Merci.
Et donc, on entend beaucoup parler, quand on parle de financement climatique, là, du fameux 100 milliards, on entend parler des montants, de ces grandes sommes-là, mais il y a aussi la question de la qualité donc de l'aide de ce financement-là. Donc, pour ma deuxième question, au fond, je vous demanderais, d'après vous, quels sont les attributs ou les caractéristiques qui témoignent justement de la qualité d'une contribution financière, donc d'une nation plus fortunée, donc pour la lutte au changement climatique à l'international. Alors, cette fois-ci, on va prendre des réponses dans le sens inverse pour varier un peu. Alors, Mme Mailloux, je commencerai avec vous donc, sur cette question-là de la qualité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un financement, là, donc, quelles sont les caractéristiques d'un financement de qualité à la lutte au changement climatique? OK, donc je vais peut-être faire ressortir 4 éléments qui pourraient qualifier un financement de bon financement. Donc, d'abord un bon financement, c'est un financement qui va se rendre dans les pays les moins avancés et les plus menacés par les changements climatiques, notamment les petits États insulaires, et qui va aussi être dirigé vers les populations les plus vulnérables et les plus pauvres de ces mêmes pays-là. Donc aussi un financement qui va être orienté et dirigé vers les femmes, les jeunes et les populations marginalisées, qui sont donc les populations, justement, comme on disait, les plus vulnérables face au changement climatique. Et un financement qui va tenir compte des besoins spécifiques de ces différentes populations-là. Ça, c'est un premier élément. Et là, pour vous donner un exemple, selon une étude d'Oxfam qui avait été faite en 2020, qui s'appelle « Les vrais chiffres du financement », on estime qu'actuellement, c'est 5% des financements au niveau du financement climatique mondial qui est orienté vers les pays les moins avancés et 3% seulement qui se rend aux petits États insulaires. Donc, la première chose, c'est donc un financement qui se rend aux endroits où il y a le plus de besoins. Deuxième argument ou deuxième caractéristique d'un bon financement, ça serait aussi un financement qui est octroyé sous forme de subvention et non pas de prêt. Donc, on sait qu'actuellement, c'est environ 80% du financement climatique qui est octroyé sous forme de prêt, alors que c'est adressé à des pays qui sont déjà dans des situations d'endettement. Donc, ce serait un peu comme si la responsabilité revenait encore une fois à ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils devraient s'endetter davantage pour être capables de s'adapter au changement climatique, donc à un problème dont ils ne sont pas responsables. Donc, ça, ce serait la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique d'un bon financement, ça serait aussi qu'il y ait une meilleure répartition entre le financement qui est accordé à l'atténuation, donc à la réduction des gaz à effet de serre, puis le financement qui est attribué pour l'adaptation au changement climatique. Donc, actuellement, c'est environ 75% du financement qui est orienté ou dirigé vers l'atténuation et 25% donc pour l'adaptation. Selon l'étude, justement, et Oxfam, on croit qu'une proportion plutôt de 50-50, ça serait plus adapté à la situation. Et ma dernière caractéristique pour un bon financement, finalement, ça serait un financement qui est stable et prévisible et qui s'échelonne sur plusieurs années. Donc, la durée du financement est très importante parce que ce sont l'adaptation au changement climatique, le renforcement des capacités des organisations du Sud, par exemple. Ce sont des processus qui s'échelonnent sur plusieurs années, donc des processus de longue haleine et qui ont besoin d'être financés pendant plusieurs années pour réellement avoir des impacts durables et significatifs. Merci beaucoup. Monsieur Blalogo, donc la même question, quelles sont pour vous les caractéristiques d'un bon financement climatique? Merci beaucoup. Donc, je pense que celle qui vient d'intervenir, Mme Caroline, a déjà donné pratiquement toutes les réponses. Le bon financement, c'est le financement qui est orienté pour aller régler véritablement un problème. Et là où ce problème-là se trouve. Donc, quand le financement va vers les personnes les plus vulnérables, dans les milieux les plus difficiles, alors c'est un bon financement. Il va pour régler véritablement un problème qui se pose dans une contrée donnée. Et quand je parle du financement canadien, je trouve toujours que c'est le financement innovant, le financement qui ouvre la voie sur beaucoup de champs de thématiques. En tout cas, le financement canadien que nous avons jusqu'à présent, nous constatons toujours que c'est un nouveau domaine, c'est-à-dire une nouvelle thématique que ce financement-là aborde et qui apporte du nouveauté dans ces contrées, dans ces milieux où nous intervenons.
Et c'est par suite de nos actions qu'on constate par la suite qu'il y a beaucoup d'autres partenaires qui arrivent et qui partent sur la base de ce que nous avons fait, ou des thématiques que nous avons abordées pour pouvoir dupliquer leur action ailleurs. Donc, ce financement apporte de l'innovation. C'est ce que je remarque fondamentalement par rapport au financement canadien. C'est ce qui n'est pas connu que le financement canadien amène à connaître. Et sur ça également, pour que le financement soit bon, comme l'a dit l'autre, il faut que ça soit durable. Ça, durable pour pouvoir impulser le changement. Lorsque le financement est ponctuel, le changement n'est pas durable. Ça apporte juste l'innovation. Les gens n'ont pas eu le temps, n'ont pas souvent le temps de pouvoir l'internaliser pour que cela rentre dans les habitudes avant que le financement s'arrête. Et là, ça pose souvent un problème. Donc, un bon financement, c'est ce financement qui s'inscrit dans la durée à travers un ensemble de programmes. Et là encore, c'est une des bases du financement canadien. Et le programme est abordé sous plusieurs angles, dans différents milieux. Ça permet de comparer les résultats pour pouvoir tirer les leçons et les partager également à grande échelle. C'est en ça que je trouve que le financement canadien est souvent un bon financement. Et par rapport à la dernière position maintenant, c'est un financement qui permet également d'apprendre. Apprendre au niveau de la recherche, apprendre au niveau des communautés vulnérables et apprendre également au niveau des politiques publiques. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, on commence à avoir plusieurs éléments de réponse. Madame Michaud, je vous passe la parole pour continuer. Oui, merci. Ben, moi, je me suis surtout concentrée sur notre programme de coopération climatique internationale. Dans le fond, c'est certain que pour le PCCI, c'est l'acronyme du programme, nos subventions, c'est vraiment des subventions qu'on donne. C'est sûr que c'est limité. On n'a pas les capacités là, donc, c'est des projets qui doivent être circonscrits, mais on est très conscient là, que les besoins sont bien plus grands que qu'est-ce qu'on est capable de donner, mais tout de même, on y va, nous, par appui, par subvention. Les principes qu'on s'est donnés pour le programme de coopération sont été, premièrement, la prise en compte des liens qui existent entre l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et leur contribution, on l'a mentionné, là, à la réduction de la pauvreté, selon les principes soutenus par les objectifs de développement durable et de l'accord de Paris, y compris le respect des droits humains. Donc, ça veut dire ça prend une bonne prise en compte des priorités des pays hôtes en matière de lutte contre les changements climatiques. Et une des caractéristiques du programme, c'est qu'un partenariat doit être fait entre l'organisme québécois et une organisation locale. C'était un critère éliminatoire du programme. Et les projets devaient se faire dans des dimensions qui étaient tant organisationnelles, de recherche ou de développement économique, et qui devaient également répondre à des problématiques locales qui étaient identifiées. Et que les solutions mises en place soient technologiquement, socialement ou même culturellement appropriées. Donc, ça, c'était des critères, des principes très importants. Ce qu'il y a aussi dans les projets, c'est qu'on demande que la pérennité du projet assure une meilleure prise en charge locale qui est en amont, pendant le projet et à la fin de l'intervention. Donc, on demande que le projet pense à la pérennité du programme, du projet. Là, je sais qu'il y a des enjeux de pérennité et de financement continu, mais les projets doivent être conçus en fonction de prévoir comment on pourrait assurer la pérennité. Et aussi, c'était très important que les populations locales s'approprient les projets afin d'en assurer la poursuite. Donc, on parle d'une approche participative qui est centrée sur la réponse à des besoins identifiés par la population locale qui respecte les choix de développement et également l'importance de la participation des femmes. Donc, c'était un des critères d'évaluation. Donc, ici, puis le but aussi, c'était de susciter des partenariats qui n'étaient peut-être pas habituels entre des institutions de recherche, entre des organisations locales, des entreprises, pour vraiment développer les meilleures solutions. Donc, je voudrais que c'est les grands principes que nous, on a appliqués au programme, puis qui ont permis, je crois, d'avoir un certain succès.
Puis je ne sais pas si j'avais mentionné le renforcement des capacités. Donc, souvent, les projets, les meilleurs projets, ceux qui étaient les mieux évalués, c'est ceux qui prévoyaient un renforcement des capacités locales, un transfert d'expertise, de la formation c'est ça, donc, de formation soit des enseignants, soit des personnes sur place. C'est également là, un facteur de succès des projets, je crois, qui sont déployés dans le cadre du programme de coopération. Merci beaucoup pour toutes ces caractéristiques qui s'ajoutent à celles proposées par nos deux premiers panélistes. Madame Szabo, on s'excuse, on vous place dans une situation un peu difficile après avoir trois séries de caractéristiques. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir nécessairement des nouvelles. Vous pouvez reprendre celles qui sont les plus importantes pour Affaires mondiales Canada. Et donc, pour vous, quelles sont les principales caractéristiques d'un bon financement? Merci. Et, je suis d'accord, il y a déjà tellement des bons points. Mais au niveau de qualité, peut-être que je vais souligner des choses qui, selon moi, mettent le Canada un peu à part de ses homologues. Et ici, je veux retourner à ce que j'ai dit au début, que toutes les activités d'Affaires mondiales Canada se déroulent dans le cadre de notre politique d'aide internationale féministe de Canada. Et donc, ça, c'est très important parce que nous continuerons de travailler sur le lien entre le genre et le climat. Et ça, c'est un lien un peu difficile et à parler avec les autres pays bailleurs de fonds, on sait que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de continuer parce que pour nous, l'action climatique est plus efficace lorsque les femmes et les filles jouent un rôle actif. Mais ce n'est pas toujours facile et surtout quand on parle d'atténuation. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler fort pour trouver des façons pour intégrer les femmes dans les activités d'atténuation. Donc, le genre et l'égalité de genre, c'est une qualité qui est très importante. Aussi, je veux dire qu'après les consultations qu'on a eues l'été 2020, on a vraiment essayé de mettre plus équilibre entre ce que nous faisons en adaptation et atténuation. Je sais qu'il y avait beaucoup de critiques que le Canada fait trop dans l'atténuation, moins dans l'adaptation. Et donc, maintenant, on va essayer dans les prochains 5 ans de vraiment mettre plus d'équilibre. Mais pour suivre atténuation, je veux dire ici que le Canada utilise les prêts. Mais ce qui est très important, on utilise les prêts pour le secteur privé. On ne donne pas vraiment les prêts aux pays en développement, mais on les utilise pour le secteur privé parce qu'on ne veut pas donner des subventions pas nécessaires au secteur privé, mais on a besoin d'actions de secteur privé pour vraiment, dans les secteurs, par exemple, d'énergie propre, parce qu'on sait que l'accès aux énergies, c'est très important pour les pays en développement. Donc, ça, c'était la deuxième chose, plus d'équilibre entre adaptation et atténuation. Troisièmement, dans les prochaines 5 ans, on va aussi mettre plus d'attention au rôle de la biodiversité et de la nature, parce qu'on sait qu'ici, on peut vraiment faire face aux défis de changement climatique d'une façon différente qu'on a parlé en 2015. On n'a pas parlé beaucoup de la nature, de biodiversité dans ces années, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui prend l'attention au niveau global. Et dernièrement, je veux renforcer quelque chose que Dr. Blalog a dit, que innovation. Et je dis qu'on est toujours prête à vraiment apprendre des leçons, regarder ce qu'on peut faire mieux. Comme je viens de dire, maintenant, on met plus d'attention sur la nature et le rôle de la biodiversité parce qu'on a appris comment le faire et
comment c'est très important quand on regarde les efforts qu'on peut faire pour atténuer le changement climatique. Merci beaucoup. Donc, on arrive à peu près à la mi-chemin de notre conversation aujourd'hui et on va passer à des questions pour changer la dynamique un peu. On va passer à des questions individuelles plutôt que des tours de parole avec nos panélistes. Donc, en guise d'introduction, donc juste pour vous rappeler, en 2009, les pays de l'OCDE ont promis, comme je le mentionnais tout à l'heure, de mobiliser 100 milliards de dollars par année d'ici 2020 en financement climatique, c'est-à-dire en dons et en prêts, vous l'avez mentionné, visant à soutenir des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud. Lors du sommet climatique de Paris en 2015, donc lors de la COP 21, cet objectif-là a été prolongé donc jusqu'à l'année 2025. Alors, je vous pose maintenant individuellement quelques questions pour aller plus loin. Je commencerai avec Dr. Blalogo. Donc, Monsieur Dr. Blalogo, votre organisation, vous en avez parlé tout à l'heure, a reçu en 2009 un financement climat à travers le programme de coopération climatique du Québec, le PCCI, et aussi un appui à travers le programme de coopération volontaire, je ne me trompe pas, d'Affaires mondiales Canada. Alors, votre rôle vous amène, au fond, à décider concrètement de la mise en œuvre de ces financements. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui vous ont permis d'accomplir dans les dernières années? Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez aller plus en détail pour nous dire comment vous avez mis en œuvre vos projets? Oh, excusez, vous êtes en sourdine pour l'instant. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Et vous permettez, je vais faire un partage d'écran pour montrer combien de fois le financement climatique du Canada, ce que ça a aidé à faire, pour vous permettre de comprendre davantage. Lorsque je prends par exemple cette image que vous voyez à l'écran, vous voyez les options d'adaptation que nous avons. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Hein? Oui, on voit bien. Vous voyez mon écran. Oui, allez-y. Donc, vous voyez là maintenant ces différentes options d'adaptation que nous avons promues dans le cadre du programme Mieux connaître, mieux s'adapter, pour amener les paysans à pouvoir pratiquer l'agriculture autrement, en se passant des intrants chimiques, c'est-à-dire les engrais chimiques et les intrants chimiques également, se baser essentiellement sur les intrants naturels pour faire la production et avoir un rendement beaucoup plus élevé. Et ça, nous l'avons fait par exemple pour la filière maïs, on l'a fait pour la filière manioc, on l'a fait pour les produits maraîchers, afin de montrer aux paysans qu'il y a une autre manière de cultiver en se passant de tout ce qui vient de l'industrie chimique et pourtant d'avoir un bon rendement. Parce que dans le cas du diagnostic de départ, les paysans se plaignent de plusieurs risques climatiques. Les pluies qui n'arrivent plus à temps, l'appauvrissement des sols, la salinisation des sols due à la remontée du niveau de la mer. Donc, du coup, pour pouvoir pallier à ces risques climatiques par le passé, ils augmentaient les doses d'engrais chimiques dans le sol. Ils utilisaient des intrants chimiques dans le sol. Mais à travers le projet Mieux connaître, mieux s'adapter, financé par le gouvernement du Québec, on leur a montré différentes techniques de production basées sur la nature des productions biologiques qui ne consomment plus du tout d'intrants chimiques. À côté de ça, je fais un deuxième partage d'écran que vous allez voir ce que ça a conduit à donner ici. Nous sommes là. Vous allez constater que c'est les intrants biologiques que nous sommes en train de faire la promotion au niveau des paysans pour leur montrer qu'à base de ça, ils puissent quand même faire une production à grande échelle. Nous sommes dans un champ ici de tomates en bas, où le paysan a appliqué ces pratiques-là et voilà ce que le champ donne. Ici, maintenant, vous allez constater que c'est de l'irrigation
qui ont été pratiquées à base du panneau solaire, qui a permis aux paysans de pouvoir produire en toute période de l'année. Lorsque nous descendons plus bas, vous voyez le manioc qui a été produit là maintenant sans qu'on utilise les intrants chimiques également, en utilisant simplement les intrants biologiques pour pouvoir augmenter la production à l'échelle. Donc, quand nous recevons ce financement-là, c'est pour apporter l'élément nouveau, non destructeur de l'environnement, qui sont restés jusque-là inconnus du grand public, qui sont restés jusque-là inconnus des personnes vulnérables, mais qui sont peut-être également à moindre coût, qu'on leur apporte, on leur montre la technique, on leur montre comment il faut le faire pour pouvoir augmenter leur rendement à l'échelle de la parcelle. À côté de ça, au niveau institutionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement canadien permet de renseigner les politiques. Toutes les mesures que nous avons expérimentées à la base ont été mises à la connaissance des décideurs à l'échelle communale pour leur permettre d'intégrer cela désormais dans leur plan de développement au niveau local, qui permet maintenant de vulgariser à grande échelle pour pouvoir faciliter l'appropriation de ces mesures-là par les populations à la base. On va au-delà maintenant au niveau de la recherche. C'est des techniques qui ne sont pas non plus connues, qui sont très peu peut-être connues au niveau de la recherche. Au cours de ces financements-là, il y a des étudiants qui arrivent au stage chez nous, ils apprennent ces nouvelles connaissances-là, une manière de former la jeune génération déjà à pouvoir changer les pratiques culturelles et mieux s'adapter aux questions de changement climatique. Je prends le premier financement qui est le financement du CRDI en 2009, par exemple. Ce financement nous a permis, par exemple, de parler de comment il faut avoir l'information sur le système d'alerte. Être informé à temps de la survenue du risque. C'est dans le cadre de ce financement que nous avons expérimenté au niveau des communes du littoral le système d'alerte, mais par la suite, l'État béninois a pris et en a fait un grand système à développer des réseaux numériques un peu partout. C'est de qu'aujourd'hui, maintenant, les populations sont informées quelques jours avant de la survenue d'une inondation. Donc, voilà autant de choses que ces financements nous permettent de faire. Ben merci, c'est vraiment assez utile, c'est vraiment très utile de pouvoir visualiser concrètement là, à quoi peut servir un financement climatique. Merci, Dr. Blalogo. Maintenant, j'aurais une question pour Mme Mayou. Donc, quand on parle de 100 milliards de dollars en financement, c'est un chiffre qui est quand même énorme et qu'on revoit, là, comme je le mentionnais tout à l'heure, souvent dans les titres de journaux, on en entend beaucoup parler à la COP présentement. Mais concrètement, pouvez-vous nous aider à visualiser un peu ce que ça représente pour votre travail, pour Oxfam Québec, dans les pays du Sud? Donc, comment est-ce que cet argent peut se rendre à un projet spécifique? Parce qu'on parle souvent de ces grands montants-là qui ne se rendent pas ou ça prend beaucoup de temps parfois avant que ça se rende sur le terrain. Donc, comment est-ce que ça se rend jusqu'à un projet spécifique et quel type d'appui ça constitue pour vos partenaires dans les pays du Sud? Parfait, merci pour la question. Donc, dans un premier temps, effectivement, 100 milliards de dollars, ça paraît toujours être annuellement, donc ça paraît être un chiffre énorme, mais en fait, il y a aussi des études qui nous montrent que ce chiffre, en fait, ce montant-là est insuffisant pour réellement répondre aux besoins des populations. Donc, il y a même des études qui parlent de 600 milliards de dollars par année qui seraient nécessaires pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Il ne faut pas oublier aussi que, comme vous l'avez dit, M. Côté, c'est des engagements qui ont été pris depuis 2009, mais c'est des engagements qui n'ont pas été respectés non plus donc pendant les 12 années. Donc, maintenant, si on refaisait l'exercice, c'est pour avoir un montant qui représente vraiment ce dont on aurait besoin pour l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Là, ce serait un montant beaucoup plus important que 100 milliards de dollars, en considérant en plus un peu les lacunes antérieures là, du financement qui n'était pas complété. Donc, ça, c'est la première partie. Puis, deuxièmement, par rapport à qu'est-ce que ça peut représenter pour une organisation comme Oxfam Québec. Donc, dans le fond, comme autant Mme Michaud que Mme Szabo l'a mentionné, donc c'est du financement qui arrive sous forme de subventions lorsqu'on reçoit des financements là, du gouvernement fédéral ou provincial dans le cadre d'appels à projets qui sont des projets bilatéraux.
Donc, les montants varient considérablement, là, soit d'un bailleur à l'autre ou encore des objectifs qui sont visés par le projet. Donc, on peut parler de 500 000 à 750 000 pour un projet comme du PCCI et ça peut atteindre des sommes allant jusqu'à... Le PCCI, généralement, ça va être du financement qui s'étale sur 2 ans. Donc, ça peut aller à des sommes aussi importantes que 13 millions de dollars qui s'étalent sur 5 ans pour des fonds qui viennent d'Affaires mondiales Canada, par exemple. Donc, puis ensuite, comment ces fonds-là arrivent à nos partenaires? Je pense que M. Blalogo vous a un peu montré un excellent exemple de comment le financement arrive aux partenaires. Donc, effectivement, en Oxfam Québec, on travaille toujours en collaboration avec des partenaires locaux, qui mettent en œuvre les projets. Donc, les fonds leur sont versés, c'est eux qui sont responsables de la mise en œuvre. Puis pendant toutes les années de la mise en œuvre du projet, donc ils reçoivent aussi un appui d'Oxfam en termes de renforcement organisationnel pour être capable de livrer les projets, mais aussi pour faire en sorte que ces organisations restent sur place par la suite et soient aussi puissent donner suite au projet, même lorsque les financements sont terminés et qu'ils soient capables de faire le suivi auprès des populations bénéficiaires. Donc, ça, c'est un premier point. Puis ensuite, vous avez vu donc un financement qui est à la hauteur là, du PCCI ou de 750 000 comme le projet que M. Blalogo a reçu. On parle d'atteindre environ 206 familles d'exploitation agricole, puis un financement de 13 millions de dollars, par exemple, sur 5 ans, nous permet d'atteindre 2600 exploitations agricoles environ. Là. Et puis, évidemment, bien, sur un projet de 5 ans un peu plus important, au-delà d'accompagner des exploitations familiales dans l'adaptation au changement climatique, on va viser aussi d'autres types de transformations, là, puisqu'on a un petit peu plus de temps dans la durée, là, au niveau de la gouvernance, au niveau aussi vraiment des cibles à atteindre en termes de revenus et puis d'impact. Ben, merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question spécifique pour Mme Michaud, donc le programme de coopération climatique internationale, le PCCI. Peut-être qu'ils le savent, mais en 2019 a été le lauréat d'un des prix de l'action climatique des Nations Unies, qui récompense des entreprises, des gouvernements et d'autres organisations dont les projets de lutte contre les changements climatiques se sont particulièrement démarqués à travers le monde. Et c'est la première fois qu'une entité infranationale, donc le Québec, remportait ce prix. Pouvez-vous nous dire en quoi le programme du Québec vient renforcer l'action du Canada ou quel est le rôle des provinces et des entités infranationales en matière de financement climat à l'international, justement? Et est-ce que chaque province doit faire sa juste part? Et y a-t-il d'autres exemples d'États ou de provinces ailleurs qui sont innovants en matière de financement climat? Merci pour la question. Première des choses, je pense qu'on était vraiment fiers de cette reconnaissance. Puis pour nous, ça démontrait vraiment la capacité d'un gouvernement, qu'il soit national ou infranational, de contribuer de manière significative à même leurs compétences et leur expertise. Le Québec considère toujours considéré qu'il est important de répondre à l'appel des gouvernements et de s'engager auprès de ses partenaires des pays en voie de développement en coopération climatique. Ma réponse est assez courte, je pense, pour le reste de la question, puisque, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres provinces canadiennes ou d'États fédérés américains là, qui ont mis en place un programme de ce genre-là, qui vise spécifiquement là, la coopération climatique avec des pays plus vulnérables. Donc, je pense que le Québec a démontré un certain leadership dans ce domaine-là. Mais tu sais, on connaît d'autres pays, là, comme il y a les États-Unis, évidemment, il y a les Pays-Bas, il y a d'autres pays, le Danemark, qui ont des stratégies de coopération et de développement. Mais en ce qui selon mes connaissances, il n'y a pas d'autres États fédérés qui fait la même chose, mais je pense qu'effectivement, toutes les provinces canadiennes pourraient jouer un rôle en coopération internationale pour le climat. Ça, c'est clair. Je pense qu'on a démontré la capacité de le faire, puis
je pense que tous ont un rôle à jouer aussi là, à cet effet-là. Puis peut-être juste mentionner que le programme, les projets peuvent aller jusqu'à 3 ans. La coopération peut aller jusqu'à 3 ans du PCC et le financement, lui, peut atteindre 1 million. Donc, c'était juste pour préciser. Puis, on est conscient que 3 ans, bien sûr, on va peut-être en parler plus tard, mais que 3 ans, c'est court. C'est quelque chose dont on est tout à fait au fait là, que ça peut constituer un enjeu. Fait que voilà. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la COP cette semaine, parlant d'États infranationaux, il y a un autre type de financement. Mais l'Écosse a quand même annoncé un financement d'1 million de dollars au fond pour les pertes et préjudices, ce qui est relativement nouveau comme type de financement. Donc, peut-être une piste à explorer un jour. Madame Szabó, maintenant, je passerai à vous. Donc, l'environnement, on sait que l'environnement, c'est une priorité du gouvernement Trudeau pour son nouveau mandat qui débute. Alors, comment est-ce que vous faites pour collaborer avec les différentes instances du gouvernement qui s'intéressent au climat et pour aligner les actions du Bureau du financement innovant et climatique avec la politique d'aide internationale féministe du Canada? Et finalement, comment faites-vous pour vous assurer de rejoindre les organisations locales et les populations les plus vulnérables? Merci. Je pense que j'ai 4 questions en ça, mais je vais essayer de peut-être parler un peu pour faire quelques idées. Donc, ce que je veux commencer avec, c'est vraiment de parler un peu de l'expertise dans les différents secteurs à travers du Canada. Par exemple, le Canada est un leader en clean tech. Donc, on sait qu'on a beaucoup de compagnies, on a beaucoup d'expertise au niveau d'énergie propre. Et pour ça, pour nous, ça veut dire que l'Affaires mondiale Canada va travailler plus étroitement avec les autres ministères comme Ressources naturelles Canada, parce que c'est vraiment Ressources naturelles Canada qui a cette vue à travers le Canada de ce que les compagnies au Canada font, par exemple en énergie propre. Et comme ça, on peut travailler plus étroitement pour vraiment savoir plus comment est-ce que le Canada peut aussi aider les autres pays, les pays en développement, quand on parle de la nécessité d'avoir plus d'énergie propre. Donc, ça, c'est un exemple de comment on travaille plus avec les autres ministères dans le gouvernement fédéral. Vous avez aussi posé une question au niveau de politique d'aide internationale féministe du Canada. Ici, je veux souligner peut-être comment on essaie de travailler plus avec les organisations locales, les populations vulnérables. Et beaucoup des autres panélistes ont souligné le besoin de travailler plus avec ces populations. Et ce que je veux peut-être dire, c'est qu'on a beaucoup de projets qui essaient de cibler les populations locales et de vraiment travailler étroitement avec eux. Donc, si je peux dire peut-être vite un exemple, en Haïti, on a essayé de travailler dans un projet pour la transformation du marché des fourneaux et de l'énergie propre. Et un tel projet a beaucoup d'avantages. Comme ça va réduire le temps que les femmes et les filles consacrent au travail ménager, aussi pour chercher de bois et de charbon pour les feux. Ça va réduire la pollution dans les maisons et donc ça va aider avec la santé de la famille. Et avec ce projet, on a essayé aussi de non seulement donner des nouveaux fourneaux aux femmes, mais de créer comme un petit
marché pour les femmes entrepreneurs, de soutenir les femmes avec les petites entreprises où elles essaient de vraiment utiliser les marchés, les fourneaux et les vendre à la population. Et donc, comme ça, on essaie d'influer le marché local, la santé et aussi l'environnement, tout dans un milieu plus local pour répondre aux besoins des populations. Donc, c'est très différent, c'est différents types, c'est différents exemples de collaboration, mais je pense que ça donne un peu des exemples de comment on essaie de collaborer des différents niveaux. Grand merci pour votre réponse à ces multiples questions. Effectivement, ce n'était pas une question, mais plusieurs. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une autre forme de questions. Cette fois-ci, donc on a fait le panel au complet, on a fait individuel, et maintenant, c'est une question en duo. Donc, on a fait un autre format. Alors, la question suivante, je vais la poser dans le fond à Mme Zabo et Mme Michaud. Donc, Mme Zabo a fait allusion en début de son intervention sur la collaboration entre les différents ministères ou les différentes instances au sein du gouvernement fédéral. Mais maintenant, dans le fond, ce que je voulais vous demander, c'est comment les deux paliers de gouvernement se concertent-ils en matière de financement climat, donc Canada et Québec? Et y a-t-il des éléments à apprendre l'un de l'autre ou à contribuer l'un à l'autre? Et est-ce que cette situation-là ou ces relations-là sont amenées, selon vous, à évoluer dans les prochaines années? Et si oui, comment? Alors, je vous laisse décider qui veut prendre la parole en premier. Je vais être moins directif pour celle-là. Voilà. Ouais, oh, vas-y. Allez-y. En fait, je vais peut-être commencer, si vous me le permettez. Dans le fond, c'est sûr que nous, on voit le financement climatique international qui est octroyé par le gouvernement du Québec et celui qui est octroyé par le gouvernement fédéral comme étant complémentaire. Je pense que chaque gouvernement va déterminer le financement en fonction de ses propres considérations, réalités et programmes et capacités aussi. Je vous dirais aussi qu'au niveau des échanges, il y a plusieurs canaux d'échange et de collaboration entre nos deux gouvernements en matière de changement climatique. Et ça nous permet de partager l'information sur les différentes mesures qu'on met en place et qu'on prie également en matière de financement. Puis, tu sais, dans le fond, je peux souligner aussi le fait que, tu sais, peu d'États fédérés dans le monde contribuent, comme le Québec, au financement climatique international. Puis, nous, c'est sûr qu'on veut continuer à être un exemple pour les autres provinces et d'autres États fédérés. Voilà, donc en gros, là, c'est un peu ce que je vous dirais. C'est sûr que nous, à notre niveau, c'est pas toujours les échanges ne se font pas toujours à partir des mêmes instances. Donc, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs secrétariats. Il y a plusieurs organismes qui nous permettent d'échanger avec le gouvernement du Canada. Là. Je pense entre autres au niveau de l'environnement. Nous, on a le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, qui est une plateforme où on va échanger, où il y a notamment un sous-groupe qui travaille en changement climatique et en financement aussi. Donc, c'est souvent à travers ces regroupements-là qu'on va partager l'information. Puis, ce n'est pas nécessairement qui relève directement de chez moi, par exemple, avec le programme. Merci. Madame Zabo. Oui, peut-être juste pour ajouter que c'est vraiment une question, c'est une bonne question, mais c'est aussi une question difficile. Et ça me laisse penser que nous travaillons plus étroitement avec les autres pays, par exemple au G7 et au G20. Et souvent, dans les grandes organisations comme les banques multilatérales, on travaille plus avec les autres comme
en anglais, c'est like-minded dans ces organisations-là. Mais je pense qu'il faut vraiment penser un peu plus à votre question parce que surtout les derniers jours à COP, c'était très clair que le défi de climat et le montant de financement et de vraiment des idées innovantes demandent que les différents acteurs pensent à comment travailler mieux ensemble. Et y compris les différents paliers du gouvernement. Pour nous, ça veut dire aussi comment travailler avec les autres organisations au Canada comme FinDev Canada, ainsi que les autres types d'organisations. Donc, je n'ai pas vraiment une très bonne réponse, mais je pense que c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc, je passerai à une autre question en duo, cette fois-ci pour Dr. Blalogo et Mme Bayou. En fait, c'est 2 questions. Mais donc, comment s'assurer que les financements climat destinés aux pays du Sud soient guidés par ceux-ci et soient inclusifs de la diversité des personnes les plus touchées par la crise climatique, notamment les femmes et les jeunes? Et quelles devraient être les priorités des prochains mois et des prochaines années en matière de financement climat afin d'atteindre cet objectif? Voulez-vous que je choisisse, Monsieur Blalogo? Allez-y. Oui, je commence. Madame Catherine va compléter par la suite. Et je pense que la procédure pour s'assurer que le financement est guidé par les pays du Sud et atteint l'inclusivité est plus ou moins déjà en cours au niveau du Canada. Hein. D'abord, c'est un appel à proposition qui détermine généralement des champs de thématiques bien précises et ces champs de thématiques qui sont déjà identifiés comme étant les secteurs les plus vulnérables et qui doivent toucher les personnes qui sont réellement impactées par la crise. Donc, déjà, dans la procédure de l'appel à proposition, ces gens sont clairement identifiés. Donc, il vous revient maintenant, en tant qu'organisme candidat, d'aller rechercher là où se pose le problème afin de pouvoir élaborer le projet pour répondre aux critères qui sont énumérés dans l'appel. Donc, du coup, afin de pouvoir remplir les conditions, vous êtes obligé d'aller rechercher là où se trouve le problème, là où se trouve réellement le problème. Et donc, la question d'inclusion est déjà prise en compte dans le processus d'élaboration du projet. Si ce n'est pas respecté, vous n'êtes pas sûr que votre projet sera sélectionné et financé. Même si cette approche présente un peu de suffisance que je souligne parce qu'à des moments donnés, les problèmes se posent ou bien les problèmes n'ont pas fini d'être réglés dans une localité avant qu'on aille encore ailleurs sous prétexte que c'est les thèmes de référence du nouveau appel qui vous amènent à aller dans d'autres régions pour aller régler également d'autres problèmes alors que là où vous avez commencé, la situation n'est pas encore totalement réglée. Donc, le critère d'inclusivité là est déjà pris en compte dans la procédure d'appel à proposition de projet. Et quant aux responsables institutionnels, je pense que même si le financement arrive au niveau du pays, les gouvernants sont informés parce que les financements canadiens que nous avons eu jusqu'à présent, dès que vous mettez le financement en place, c'est que le ministère en charge des Affaires étrangères, le ministère du Plan, sont informés que de tels financements est arrivé dans le pays au profit de tel secteur d'activité et géré par tel organisme qui est en train de faire la mise en œuvre. Et les résultats de ces activités ou les connaissances issues doivent être partagées également au niveau national à travers tout ce qui est documents de politique au niveau national, tout ce qui est études scientifiques qui existent au niveau national, ces résultats-là sont partagés. Pour répondre à la question quant aux priorités dans les prochains mois, je pense que du diagnostic que nous avons fait à base du financement du CRDI que nous avons actuellement, les problèmes qui se posent dans ces zones-là, c'est beaucoup plus la question d'appauvrissement des terres. Ça se pose sous 2 angles.
il y a la croissance démographique qui fait que les terres cultivables n'existent plus. Il faut aller défricher davantage et détruire la nature avant de pouvoir trouver des terres cultivables. Deuxièmement, les superficies familiales se réduisent de plus en plus à cause de la croissance démographique. Donc, le paysan est ancré à cultiver le même type de sol, rester sur place sur plusieurs années, ce qui entraîne l'improductivité des terres. Donc, moi, je pense que la question de l'agroécologie qu'on doit pouvoir introduire pour faciliter la production sur place et augmenter le niveau de rendement constitue une priorité dans les prochains jours. Également, les solutions fondées sur la nature, utilisées dans la nature, tenir compte de la nature dans la production agricole, dans la production industrielle, c'est-à-dire prendre en compte l'élément végétation, biodiversité et l'intégrer dans la culture constitue également une priorité qu'on doit apprendre dans les jours à venir. En matière de maîtrise de l'eau et de l'énergie, c'est des priorités phares parce que la question de sécheresse fait que les paysans ne maîtrisent plus le régime agricole. Ils ne savent plus quand est-ce qu'il faut semer pour ne pas être surpris, soit par la sécheresse, soit par les inondations. Vous le faites plus tôt, c'est peut-être la sécheresse qui surprend, si bien que ça ne donne pas. Vous le faites tard, c'est les inondations qui surviennent au temps de la récolte et entraînent le pourrissement également des plantes. Donc, la question de maîtrise d'eau constitue également une priorité dans les prochains mois. Ensuite, la question de promotion des droits humains, puisque c'est transversal à tout ce que nous venons de dire. La promotion des droits humains. Une fois que le risque frappe, les personnes vulnérables voient leurs droits de plus en plus piétinés par ceux qui ont les moyens de pouvoir faire face au risque. Voilà ce que je peux dire déjà pour permettre à Mme Catherine de pouvoir compléter. Merci. Merci. Alors, merci, M. Blalogo. Donc, peut-être deux priorités que je pourrais identifier ou enfin deux moyens de s'assurer que le financement climat destiné au Pays du Sud soit vraiment guidé par ceux-ci. Donc, d'abord, augmenter et promouvoir justement la quantité ou la proportion du financement qui sont vraiment gérés localement au niveau du financement climat, donc qui implique davantage, un peu comme on l'a dit précédemment, là, les acteurs locaux, les organisations communautaires, les organisations de base, les gouvernements locaux. Pourquoi? Parce que ce sont ces organisations-là qui sont bien implantées dans les milieux, qui connaissent bien les populations, qui connaissent bien donc les impacts des changements climatiques, les besoins des populations et comment répondre le plus efficacement possible et le plus adapté culturellement à ces besoins-là. Donc ça serait une première priorité, donc les impliquer davantage parce qu'ils connaissent mieux les besoins. Puis deuxièmement aussi, la question d'agir localement est aussi très importante au niveau des impacts des changements climatiques parce que les impacts et les vulnérabilités climatiques sont très spécifiques à chaque localité et à chaque région. Donc, ça demande aussi des réponses très spécifiques. Donc, il n'y a pas vraiment une façon généralisée de répondre à l'adaptation au changement climatique. C'est très contextualisé. Donc, ça prend des acteurs qui sont dans les milieux depuis plusieurs années, qui connaissent ces conditions-là pour bien répondre à ces problématiques-là puis ces enjeux-là. Puis ensuite, comment faire pour que ça soit plus inclusif? Mais ça, je pense qu'on l'a déjà tous mentionné à quelques reprises. Donc, c'est vraiment que l'inclusion du genre, l'inclusion des jeunes, des populations marginalisées soit vraiment un objectif et soit vraiment donc des critères de sélection lorsqu'il vient le temps de conceptualiser, de mettre en œuvre les projets, donc de tenir compte des besoins spécifiques des différents groupes et aussi de faciliter la participation de ces différents groupes-là à l'élaboration un peu de l'agenda du financement climatique afin de mieux comprendre leurs besoins. Je pense que ce serait les deux points les plus importants que je pourrais ajouter à ce que M. Blalogo avait déjà mentionné. Merci beaucoup. Vous savez, un des objectifs de la COP cette année, des priorités, c'est l'ambition. Et on a peut-être été un peu ambitieux dans notre planification de ce webinaire avec toutes les questions qu'on avait prévues pour nos panélistes. Alors, on va être obligé d'en sauter une ou deux afin de pouvoir se garder au moins 5 minutes à la fin pour passer quelques questions du public. Donc,
Donc, je vais aviser mes panélistes qu'on va sauter déjà à la dernière question et par la suite, on prendra là, les questions. Il y a 3 questions déjà dans le Q&A là, du public, donc on les passera à la fin. Donc, dernière question, en fait, on voulait noter que dans le fond, les panels des dialogues pour le climat visent à ce que les acteurs climatiques identifient des endroits de convergence entre leurs sphères de travail et leurs actions respectives pour favoriser une action climatique solide de tous les secteurs au Québec et au Canada. Et donc, là, il n'y a pas d'ordre spécifique que vous répondez comme vous voulez, mais donc, en conclusion, au vu des éléments qui ont été nommés au fil des discussions jusqu'à maintenant, aujourd'hui, quels sont les endroits de convergence que vous voyez entre vos secteurs? Est-ce qu'il y a des endroits de collaboration additionnels à favoriser? Alors, vous pouvez lever votre main virtuelle ou réelle. Je vous vois toutes et tous à l'écran, donc pour savoir qui veut prendre la parole en premier. Madame Zabo. Souvent, c'est plus facile d'aller premièrement. Je pense que c'est vraiment la question. On vient de voir les leaders à cette COP d'ambition et on voit que les défis sont énormes et l'évidence scientifique est vraiment un peu négative au sujet de notre capacité de vraiment verser assez d'attention et assez de financement à tous ces besoins. Mais il faut être vraiment optimiste. Le Canada, par exemple, nous avons doublé notre financement. Même si les besoins sont énormes, on a doublé le financement. On sait qu'il faut travailler avec le secteur privé pour construire des nouvelles économies, même au Canada et aux pays en développement, pour vraiment avoir une économie verte, durable, inclusive. Mais aussi, les besoins pour l'adaptation sont énormes et ça va encore grandir, donc, ou encore être plus. Donc, comme ça, il faut avoir plus d'innovation au niveau d'adaptation, plus d'innovation en comment on peut vraiment aller pour les besoins des communautés, des gens plus vulnérables. Et donc, comme ça, il faut vraiment travailler ensemble à la fin parce que nous avons tous des différentes expertises et des différents réseaux. Donc, comment travailler mieux ensemble pour vraiment faire face aux défis. Merci beaucoup. Un autre panéliste qui veut se lancer sur cette question? Ben, peut-être de mon côté, je pense qu'un des points convergents, c'est vraiment la nécessité d'appuyer financièrement les pays qui sont les plus à risque, qui ont les plus hauts risques. Je pense qu'il y a des efforts concertés sur ces pays-là, puis maintenant, donc le plus rapidement possible permettrait peut-être d'avoir une réponse, une meilleure réponse là, au changement climatique. Moi, c'était un point que je voyais aussi de convergence. Donc, de bien cibler les premières interventions, bien que tous les besoins sont immenses, on le sait. Puis la prise en charge locale, je pense aussi que c'est un point de convergence là, à tous, ou un point commun, c'est de vraiment axer sur des projets locaux et de prise en charge locale. C'était un peu les 2 points que je voyais là, qui semblaient ressortir de nos discussions aujourd'hui. Grand merci. Monsieur Blalogo ou Madame Bayou? Monsieur Blalogo, votre micro est en sourdine. OK. Merci beaucoup. Et la question de convergence, bon, sinon, nous, de notre côté, du regard que nous portons sur le financement canadien, souvent, on note déjà la question de convergence, même entre les institutions. On constate que les thématiques abordées souvent par les financements canadiens sont pratiquement similaires.
c'est la question du genre, pas en lien par rapport au changement climatique, c'est la question des droits humains, c'est ensuite la question de la vulnérabilité à la base. C'est peut-être dans l'approche que la convergence n'est pas totale. Et dans l'approche, il faut reconnaître qu'il y a des institutions, par exemple, pour le programme PCCI, il faut forcément y aller avec une institution canadienne. Mais par contre, sur d'autres programmes, vous avez la possibilité de postuler seul. Et si votre proposition va bien, vous avez la possibilité de pouvoir mobiliser le financement et faire la mise en œuvre du projet. Mais ce qui est bon également par rapport au financement canadien, c'est que la barrière institutionnelle n'est pas souvent mise en œuvre pour bloquer le financement. C'est dit, par exemple, on ne dit pas non, parce que si votre gouvernement n'a pas signé tel papier pour vous, vous ne pouvez pas accéder au financement, cette question-là n'existe pas. Ce qui favorise beaucoup plus les organisations à la base, de pouvoir accéder à ces financements-là le plus rapidement possible. Puisque dans la proposition, dans la soumission de l'appel à proposition, si votre projet est bon, vous êtes retenu et il n'y a pas de conditions multiples qu'on vous oppose encore avant d'avoir accès au financement. Et ça, c'est transversal, c'est un point de convergence à tous les financements canadiens. Et nous notons que c'est un point fort qu'il faut quand même continuer à valoriser. Maintenant, les années à venir, nous notons également qu'il y a deux bras au niveau des financements canadiens. Quand vous prenez le CRDI, par exemple, dont on a été bénéficiaire du financement de choix, c'est se projeter dans l'avenir pour informer davantage, apporter l'élément nouveau. Mais à côté de ça, vous avez les autres financements qui font l'implémentation des actions retenues directement sur le terrain. Donc, on note déjà la complémentarité dans les différentes interventions. C'est ce que je peux dire à l'étape actuelle. Merci beaucoup. Madame Ayou. Donc, moi, je pense qu'en fait, les points de convergence étaient assez nombreux au cours du panel. Donc, on était tous d'accord de reconnaître la responsabilité un peu actuelle et historique des pays industrialisés, notamment du Canada, du Québec, dans la crise du changement climatique, l'importance de financer donc l'adaptation et l'atténuation. Je pense qu'on était aussi tous d'accord pour dire qu'il faut davantage verser donc ces fonds-là sous forme de subventions plutôt que de prêts, qu'une quantité plus importante ou une somme plus importante doit être allouée pour l'adaptation également et que ça doit rejoindre les populations les plus vulnérables dans les pays les plus pauvres. Donc, je pense que ça, on convergeait tous dans ce sens-là. Ensuite, ce que je trouve aussi intéressant du fait qu'on puisse voir le financement fédéral et provincial, c'est qu'il y a aussi des forces qui sont différentes dans chacun des financements, qui sont très complémentaires aussi. Donc, au niveau fédéral, je pense que justement la politique d'aide internationale féministe du Canada fait vraiment en sorte et permet réellement d'avoir une approche plus féministe dans le financement climatique. Puis ça, c'est une des forces et une façon que le Canada pourrait influencer ses pairs au niveau du financement climatique. Puis au niveau du financement plus provincial, comme Mme Michaud l'a dit, il y a deux points extrêmement intéressants, innovants. C'est d'abord, vous l'avez dit, vous avez des fonds spécifiques accordés pour la jeunesse dans certaines de vos initiatives. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut vous permettre d'être un peu des influenceurs sur l'importance de prendre en considération davantage la jeunesse dans la réponse au changement climatique. Puis l'autre point que vous avez également déjà mentionné, c'est quand vous avez des critères très spécifiques sur l'importance que ça soit fait en collaboration avec des organisations de base, des organisations communautaires, donc des organisations locales. Donc, c'est les forces que je vois dans les deux financements aussi qui sont complémentaires, qui peuvent être élargies à l'ensemble du financement. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin ou presque de notre activité aujourd'hui. Donc, il nous reste très, très peu de temps pour répondre aux questions du public. Je vais quand même, si ça vous va, je vais quand même vous les lire. Il y en a 3 et vous pourrez prendre, je ne sais pas, 30 secondes ou 1 minute pour essayer de répondre à une des 3 si le cœur vous en dit, là, les gens autour du panel. Donc, je vais rapidement. Alors, il y a une question de Moustapha Faye qui nous dit « Quelle lecture faites-vous de la faillite du financement de la Grande Muraille verte
peut-être pas quelque chose qui se fait pas en une minute, mais bon, un projet depuis 20 ans qui consiste à planter des arbres de Dakar à Djibouti. Il semblerait que les populations concernées, les populations locales, n'étaient pas impliquées. Donc, un autre enjeu sur le succès des financements. Baudouin Koutouka qui demande face à l'urgence climatique, les pays de 3 grands massifs forestiers qui servent de puits de carbone, soit le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, ont décidé de mettre en place le cartel environnemental trilatéral. Est-ce que le Québec et le Canada sont prêts à appuyer une telle initiative? Je ne connaissais pas. Et une dernière question de Lise Gouin, donc en référence au projet du gouvernement canadien d'intégrer la biodiversité dans l'aide au développement, est-ce que des cibles et indicateurs sont développés ou sont en cours de développement? Et comment allez-vous vérifier et évaluer la prise en compte de la biodiversité dans les projets financés? Alors, je réalise que ce ne sont pas des questions qui se répondent facilement en 30 secondes ou une minute, mais s'il y en a qui ont des débuts de réponse à proposer, je vous invite à les partager avec nous. Peut-être je vais dire que j'ai répondu à la question de les indicateurs de biodiversité. Oui, c'est encore en développement et on va mettre sur notre site web quand on a tous les indicateurs qu'on va utiliser. Pour les autres questions, on vient de juste commencer avec notre nouveau financement. Et donc, vraiment, je ne connais pas le deuxième qui est mentionné. Donc, on regarde des bonnes idées et aussi, il y a quelques mois, on a donné pour un investissement avec la Banque africaine de développement pour essayer pour la banque de travailler avec les différents pays en Afrique pour leur projet d'atténuation et adaptation. Donc, c'est une façon où nous avons commencé à travailler plus étroitement avec l'Afrique. Merci beaucoup. Je réalise qu'il y a plusieurs des questions qui s'adressaient peut-être plus spécifiquement justement au Canada. Je ne sais pas, est-ce que les autres, vous avez quelque chose à ajouter ou un mot de la fin? Non? Ça va? On a déjà rendu à 5h31, donc je vais en profiter pour vous remercier tous les quatre très chaleureusement. Madame Zabo d'Affaires mondiales Canada, Madame Michaud du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Dr Blalogo en direct du Bénin, donc du Centre de recherche et d'expertise pour le développement local, et Caroline Mailloux d'Oxfam Québec. Un grand merci à tous les quatre. Je pense que la discussion d'aujourd'hui était très riche et donc va nous permettre de continuer à réfléchir à cet enjeu du financement climatique qui va continuer de nous occuper pendant les prochaines années. Donc, un grand merci à vous toutes et tous. Et donc, on se revoit et merci beaucoup aux personnes qui étaient en ligne avec nous. Vous étiez nombreuses et nombreux et j'imagine qu'on va se recroiser sur d'autres panels, d'autres activités dans le cadre des dialogues pour le climat au cours des 2 prochaines semaines. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. OK, merci.